Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver si nombreux, mais non, parce que le soleil est là. Donc, mais les fidèles sont parmi vous. Donc, nous sommes contents de vous retrouver pour continuer notre cycle sur l'environnement en solution. L'environnement en solution, nous allons continuer aujourd'hui avec un thème qui va nous faire vivre de façon transfrontalière, parce que nous allons parler des coopératives énergétiques citoyennes. Et ces coopératives énergétiques citoyennes sont bien sûr étroitement liées avec la fameuse transition écologique. Et comment est-ce qu'on peut retrouver tous ces liens entre l'homme et les ressources de la nature? Comment est-ce qu'on peut individualiser les gestions de systèmes énergétiques? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec tout ça? Eh bien, notre invité du jour a étudié avec ses collègues dans le cadre de son travail, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Amann, qui est professeur de sociologie, donc ici tout près à la faculté des sciences sociales, au SAGE, et puis qui est titulaire de la chaire Jean Monnet, il vous en dira sans doute un peu plus dans un instant. Et il travaille également à l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional. Donc Philippe Amann va nous expliquer comment est-ce que l'on peut, à l'heure actuelle, avoir une vision de ce qui se fait dans notre région, mais pas seulement. Vous allez voir, on va aller en Suisse, en Allemagne. On va avoir quelques exemples bien locaux, si j'ai bien suivi. On va parler par exemple des centrales villageoises de Saverne, qui sont très connues dans leurs études. Et vous allez voir que les études sont assez vastes, assez étendues. Et on espère avoir quelques bons résultats et premières approches intéressantes avec vous ce soir. Voilà, je vous remercie. À tout à l'heure pour les questions. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ces quelques mots d'introduction et merci pour votre présence ce soir pour cette conférence. Donc, intitulée effectivement les coopératives citoyennes relocaliser l'énergie. Conférence qui, en fait, prend place dans un double contexte. Alors, un contexte d'abord, ça vient d'être dit, hein, d'une chaire Jean Monnet, c'est-à-dire d'une chaire européenne, que j'ai obtenue en 2020 sur les enjeux de durabilité territoriale en Europe, et plus spécialement d'un projet Interreg. Alors, un projet Interreg, c'est un projet européen interrégional, comme son nom l'indique, hein, dans le cadre du Rhin supérieur, donc franco-germano-suisse, qui a été conduit donc de 2019 jusqu'à 2022. Le colloque terminal a eu lieu il y a quelques jours de cela à Freiburg. Et projet Interreg donc, qui portait justement sur les enjeux d'énergie renouvelable dans le Rhin supérieur. Au sein de ce projet, qui était pluridisciplinaire, au niveau de mon laboratoire, donc Société Acteurs Gouvernement en Europe, SAGE, je me suis plus particulièrement, avec un certain nombre de collègues, intéressé à une étude sociologique qui tient à la question des énergies renouvelables, revue sous l'angle d'acteurs entrants, que sont notamment les coopératives énergétiques. Alors du coup, un mot pour saluer les différents collègues qui ont pris part à cette étude que vous voyez ici, et notamment y compris Patricia Schneider qui est présente ce soir, puisqu'effectivement, ce projet, on l'a conduit de manière collective avec un certain nombre d'actions. Je vais passer très vite, mais c'est pour que vous compreniez comment on a procédé. On a procédé d'une part en mettant en place un certain nombre d'ateliers participatifs avec différents acteurs du Rhin supérieur. Là, vous voyez un exemple. C'était loin, j'ai envie de dire, c'était en 2019, c'était avant la pandémie, on faisait des ateliers thématiques et participatifs réguliers. Ça a été ensuite basculé un petit peu en ligne, mais en tous les cas, il y avait cette idée de faire participer aussi bien des élus que des acteurs de l'énergie pour dégager finalement quels sont les enjeux saillants du moment. Et à côté de cela, on a mené une centaine d'entretiens avec des acteurs de cette scène énergétique au niveau du Rhin supérieur, aussi bien donc des associatifs que
différents éléments finalement de cette chaîne énergétique des entreprises, des collectivités publiques, dans les trois parties, hein, aussi bien Alsace que Bade-Wurtemberg et Suisse du Nord. Et on a conduit un focus plus particulièrement sur des centrales villageoises, sur deux projets d'énergie citoyenne. Alors, d'un côté, ça a été dit, les centrales villageoises de Saverne, comme exemple finalement de projet territorialisé. Et en regard de cela, le projet Zusammen Solar Colmar, qui est un projet là pour le coup qui a réuni sur une installation à l'origine à Colmar, donc les toits de bâtiments que vous voyez, une structure française, Énergie partagée en Alsace, et une structure allemande, la FESA Energie Geno. Alors si je viens du coup à reconfigurer un peu mon propos, le point de départ, c'est effectivement de questionner la transition énergétique. La transition énergétique, lue d'un point de vue sociologique, celui qui nous a occupés, comme vous le voyez dans cette petite définition, c'est l'idée finalement de porter un triple changement. Un changement au niveau de la production, de la consommation et transversalement du fait de penser l'énergie. Et pour penser finalement cette triple évolution, on a mené un focus sur les acteurs en jeu, sachant que classiquement, au niveau des jeux d'acteurs qu'on étudie en sociologie, l'enjeu ici, je vous ai mis une petite citation, c'est les enjeux à la fois d'ouverture et de fermeture de ces jeux d'acteurs, autrement dit des acteurs institués, en place, des grands énergéticiens, etc., et ou des acteurs entrants, nouveaux, territorialement parlant. Donc, une triple plan d'appréhension de la transition, question d'entrée par les acteurs, entrée aussi par un questionnement des communs. J'en profite de le dire, certains et certaines d'entre vous ont peut-être assisté il n'y a pas longtemps, dans le même cycle, à une conférence d'une collègue juriste qui introduisait cette notion de commun. Là aussi, avec, en ce qui me concerne, un regard qui est plus sociologique, c'est-à-dire le fait de se dire que réfléchir au commun, ça veut dire plusieurs choses en même temps. Ça veut dire plusieurs pans, là aussi, d'appréhension possible. Un pan politique, un pan plus d'expertise ou d'expérience citoyenne et un pan de réflexion théorique. Autrement dit, ça peut porter sur des questions de droit, comme des questions de ressources et d'agir commun. Et par rapport à ça, c'est intéressant de justement focaliser sur les coopératives énergétiques citoyennes, parce que justement, elles sont souvent avancées dans l'imaginaire, alors à tort ou à raison, on va essayer d'évoquer ça ce soir, comme finalement un modèle alternatif. On aurait les grands énergéticiens, Total, qu'est-ce que j'en sais, et on aurait finalement une alternative locale que seraient, par exemple, ces coopératives énergétiques. Alors pour aller plus avant, donc, je vais procéder en trois temps. D'abord, revenir sur ces questions de rapport commun-territoire et coopérative énergétique, puis un focus sur le rapport entre biens communs et projets communs d'un point de vue sociologique, et enfin, revenir sur le regard finalement des enjeux de sélectivité sociale et spatiale qui sont en jeu. Et je conclurai après sur quelques éléments plus prospectifs. Tout d'abord, donc, si je prends le point de base, rentrer par la question des communs. Si on veut déplier la chose, en l'occurrence, il convient de pointer le fait qu'il y a un enjeu sémantique. Parfois, il est question du bien commun, c'est-à-dire des choses macro, par exemple, la santé, la biodiversité, des choses qui intéressent en quelque sorte la planète entière. En regard de ça, vous avez les biens communs, quand on met le pluriel, notamment au sens de la prix Nobel d'économie Elinor Ostrom, où là, au contraire, on rentre par le bas, si je puis dire, on rentre par les territoires, sur le fait de se demander qu'est-ce que des communautés locales pourraient faire, voire mieux faire, que finalement des structures plus larges. Et enfin, lorsqu'on parle de commun sans le mot bien, de manière plus récente, on trouve ça notamment dans la littérature de sociologie et de sciences politiques, pour pointer des enjeux de réappropriation citoyenne, finalement, de ressources, de communautés, de manière de faire autre, en quelque sorte. Du coup, ce qui ressort de ça, à mon sens, c'est deux points d'attention. Le premier point d'attention, c'est le rapport à la communauté, et plus particulièrement, d'où le titre de cette conférence ce soir, la question de revisibiliser en même temps que relocaliser les circuits de l'énergie.
L'énergie, finalement, c'est souvent perçu, pardon pour l'anglicisme, end of the pipe, c'est-à-dire, pour faire simple, par la prise de courant, hein, là où vous habitez. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est ramené à de l'électricité. Et qu'est-ce que c'est l'électricité? C'est ramené à la prise de courant. Si je simplifie, évidemment, à grands traits. Mais ça veut dire que le premier enjeu, c'est d'abord un enjeu de perception et de représentation. Donc là, un petit extrait, vous voyez, de ce que dit le président d'une coopérative allemande, hein, en nous disant « Beaucoup de citoyens pensent que l'énergie vient de la prise de courant, ils ne savent pas comment elle est produite. » Et l'autre aspect qui me semble important de pointer, c'est la question de l'autonomie. C'est-à-dire que là aussi, la question de l'autoconsommation pose la question de l'autonomie qu'il ne faut pas voir mécaniquement comme une question d'autarcie, si vous voulez, en quelque sorte, dans la mesure où les coopératives dont je vais vous parler, hein, dans le Rhin supérieur, sont des coopératives de production. Ce ne sont pas des coopératives à la fois de production et de distribution, ça existe aussi, hein, bien entendu, mais pour le coup, ce sont des coopératives donc, qui produisent localement de l'énergie, et cette énergie, elle va être vendue au réseau. Donc ça veut dire que ça n'efface pas les acteurs institués, ça n'efface pas les distributeurs, si vous voulez. Donc, ces petits points étant posés, j'en arrive un peu plus précisément à questionner ces coopératives énergétiques, et je vous propose de les questionner de deux façons. La première, c'est de revenir sur la question de la propriété. Parce que là aussi, parler de commun ne veut pas dire que cette question de la propriété disparaît. Notamment si on veut bien déplier cette question de la propriété, c'est-à-dire que ce qui se joue au niveau de l'énergie et de la production d'énergie, c'est à la fois des règles d'accès à une ressource, cette production d'énergie, et en même temps un certain mode d'usage. Et c'est là que, en particulier, je reviens à mon titre, hein, se pose la question de la relocalisation de l'énergie, et des périmètres d'action et de la participation locale dans ces coopératives. Alors, je prends l'exemple des centrales villageoises de Saverne, avec une carte volontairement très simple, hein. Le message, c'est quoi sur cette carte? C'est se rendre compte du caractère effectivement très local du développement de ces centrales villageoises. On voit bien qu'on est principalement sur une communauté de communes, hein, la communauté de communes du pays de Saverne, et on a quelques déploiements, je dirais, juste à côté, hein, en première congruence, d'Ossenheim-sur-Zinsel, dans la communauté de communes voisine. Donc, on a un principe de territorialisation, hein, d'entrée de jeu, qui fait que l'idée, c'est que la production, mais aussi les actionnaires en question, sont territorialisés sur un espace précis. Deuxième aspect de ces enjeux de propriété, si on suit Elinor Ostrom, donc prix Nobel d'économie qui a travaillé là-dessus, comme je vous le disais, la propriété, c'est ce qu'elle appelle en anglais « bundles of rights ». Autrement dit, elle déplie cette idée des droits, hein, au moins de deux façons. D'une part, le fait qu'il y a différents droits. Vous adhérez à une coopérative énergétique, comment? En prenant une action, ou une part, si vous voulez. Hein. Et par rapport à ça, à partir de là, ça vous donne à la fois hein, l'accès puis l'usage à une ressource, donc par exemple l'énergie produite par cette coopérative, s'il y a une part d'autoconsommation, ou à des intérêts versés pour la détention de l'action, si l'énergie en question est totalement reversée au réseau. Et à côté de cela, eh bien, ça veut dire aussi un certain mode de gouvernance, finalement, de la coopérative, l'idée qu'il n'y a pas une proportionnalité stricte entre le nombre d'actions que vous avez prises et votre poids, en quelque sorte, hein, dans la structure elle-même. Donc c'est l'idée que, alors ça peut être soit tout le monde a une voix, quelle que soit la somme qu'on a investie, ou il peut y avoir, disons, des effets de palier, mais en tout cas, ce n'est pas strictement proportionnel. Et ça amène à une troisième remarque, c'est que finalement, on s'aperçoit tout de même d'une certaine variété des profils d'actionnaires dans le régime de propriété en question. À savoir que ce n'est pas très surprenant hein, d'un point de vue sociologique, et on trouve ça comme conclusion de manière plus large dans différentes études qui s'intéressent au milieu associatif, et notamment au milieu associatif en matière d'environnement. On a des profils
dotés, enfin ce qu'on appelle les profils dotés socialement, des ingénieurs, des enseignants, des détenteurs d'un capital technique ou administratif ou économique, ou d'un capital en temps, hein, s'il s'agit de retraités, mais pas que, dirais-je. Hein, c'est-à-dire qu'on trouve aussi, au-delà de ça, ce qu'on appelle en sociologie des mobiles sociaux plutôt descendants, ou pour le dire autrement, des catégories socio-professionnelles qui ne sont pas forcément des catégories socio-professionnelles très dotées, très aisées, hein, au niveau des membres, hein, de ces collectifs. Ce qui ne veut pas dire au niveau des animateurs. Ça, c'est encore une autre question, si ça vous intéresse, on pourrait y revenir. Mais au niveau des membres, on n'a pas un profil totalement unitaire. Parce que les motifs d'adhésion, finalement, sont variés, et sont variés au moins autour de 3 séries de motifs. Hein. Dans certains cas, le mode d'entrée, il a d'abord été professionnel, c'est-à-dire que ce sont des personnes dont l'activité professionnelle retrouve à un moment ou à un autre ce champ de l'énergie. Alors ça peut être parce qu'ils travaillent dans le milieu de l'énergie, voire certains sont même installateurs de panneaux photovoltaïques, mais ça peut être aussi parce que ce sont des personnes qui suivent ces questions dans leur activité professionnelle, type chargé de mission transition énergétique pour une collectivité ou autre. Donc ça peut se comprendre dans une entrée par la profession, ça peut aussi se comprendre dans d'autres cas de figure par un profil plus investisseur. Autrement dit, j'investis en la matière parce que j'estime qu'il y a un retour finalement de rentabilité sur les actions que je peux avoir. Et puis, troisième type de profil, et on voit bien la différence, ou plutôt la coexistence hein, de profils différents, l'idée, on va dire, de l'écologie au concret. Autrement dit, des discours dans les entretiens conduits qui renvoient à la fois souvent à la métaphore du colibri, que vous connaissez sans doute, hein, les propos il est décédé à présent, mais de Pierre Rabhi, hein, sur la métaphore du colibri. Si ce n'est pas le cas, en 30 secondes, c'est une légende amérindienne qui explique qu'une forêt était en feu et que donc tous les animaux s'empressaient de quitter les lieux, le feu avançant, tous, sauf le plus petit de la forêt, c'est-à-dire le colibri, qui lui partait en direction du feu avec une goutte d'eau dans son bec. Et partant, il rencontre les autres animaux qui s'enfuient tous et qui lui disent « Mais pourquoi tu t'enfuis pas avec nous ?» Et le colibri de répondre « Eh bien, je vais prendre ma part, c'est-à-dire je vais verser ma goutte d'eau. » Et évidemment, comme c'est une légende, il aurait ainsi convaincu tous les animaux de faire de même et le feu aurait été maîtrisé. Bon. L'idée derrière ça, cette idée de prendre sa part, hein, c'est en tous les cas le fait qu'on trouve là des engagements qui mettent l'accent sur le concret, qui consiste à dire, bon, prendre une action d'une coopérative énergétique, c'est très rapide, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ce n'est pas forcément très, très cher, ça dépend des coopératives, là aussi on pourra y revenir, mais c'est mieux, entre guillemets, que de faire du militantisme intellectualisant et en quelque sorte de donner des leçons sans agir du tout. Donc là, il y a aussi ce type de discours qu'on retrouve. Et donc ça amène à revenir sur la question de l'alternative notamment au marché, c'est-à-dire est-ce que ces coopératives, elles constituent vraiment un modèle, entre guillemets, alternatif? Et ça, c'est intéressant de le déplier parce que finalement, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il faut constater que bien souvent, ces coopératives sont en prise avec leur environnement, y compris institutionnel local, et donc notamment les objectifs de développement économique local. Vous voyez l'extrait d'un entretien avec un responsable des centrales villageoises de Saverne, hein, qu'est-ce qu'il nous dit? Plutôt que de dépenser de l'argent qu'on va donner à EDF, c'est financer un installateur local, un assembleur de panneaux qui va créer de l'économie locale. Autrement dit, on n'est pas sur un discours, entre guillemets, révolutionnaire, hein. On est sur un discours finalement qui reste un discours de développement économique, il n'y a pas de rupture en quelque sorte par rapport à ça, mais de développement économique ramené au local et où finalement il y a une association entre développement durable et relocalisation. Ce qui veut dire qu'en fait, la notion d'alternative, hein, elle n'a pas de définition unique parmi les interrogés qu'on a pu interviewer. Donc, pour certains, la dimension d'alternative, elle tient au fait même que ce soit de l'énergie renouvelable, hein, c'est-à-dire pas de l'énergie fossile mais renouvelable. Pour d'autres, sur le fait que ce ne soit pas un modèle centralisé en grand réseau,
mais décentralisée. Pour d'autres encore, dans le fait pédagogique de donner à penser le circuit de l'énergie, de la production à la consommation. Et tout ça avec, comme je le disais, des hybridations pratiques. Le fait que, en particulier, l'énergie produite pour une part au moins, parce qu'il peut y avoir une part d'autoconsommation, mais l'énergie produite pour une part au moins est revendue au réseau. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans quelque chose qui est autarcique. Et tout ça, ça passe donc par des transactions concrètes. Donc là, juste un petit extrait, là encore, d'un entretien avec une coopératrice d'énergie partagée en Alsace, donc dans le Haut-Rhin. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle dit? En substance, vous pouvez le lire en même temps que moi, dans l'absolu, il faudrait faire du photovoltaïque sur des grands toits parce que c'est plus rentable de le faire sur des grands toits. Sauf que, après, elle explique que si on fait sur des grands toits, c'est du collectif, ce n'est pas de l'individuel, ça pose la question de qu'est-ce qui est autoconsommé, ça pose la question aussi de l'environnement, où on l'installe, parce que c'est vrai que, par exemple, dans certains cas de figure, dans les centres-villes, etc., eh bien là, elle explique que c'est un monument historique classé dans le village en question, on ne peut pas le faire. Donc, finalement, ce qu'elle nous montre, c'est que, à partir de la fin de la citation, un discours a priori assez classique, alternatif, nous expliquant que, voilà, on a une doxa dominante et qu'on veut combattre cette doxa dominante, finalement, le propos il est plus compréhensif que ça et tient compte du fait que la mise en œuvre, elle passe par des transactions. On ne va pas faire ce qu'on veut, on ne va pas faire des projets à l'échelle qu'on veut. Ça va tenir compte d'un certain nombre d'effets d'environnement locaux. Et donc, ça veut dire, et c'est mon troisième point, que finalement, ces coopératives énergétiques, si on les examine d'un peu plus près, elles apparaissent relativement sélectives d'un point de vue territorial et social. Alors, je passe en revue les deux points, je disais territorial et social. Commençons par la dimension sociale, c'est-à-dire la question qui est posée, c'est est-ce que ces coopératives, par principe coopératif, j'ai envie de dire comme les SCOP ou comme d'autres en la matière, est-ce que ça correspond à un principe de démocratisation, ici de démocratisation de l'énergie? Alors, on pourrait dire, à premier niveau, lorsqu'on a mené les entretiens, premier niveau, on pourrait dire oui, on a effectivement des discours assez récurrents qui consistent à souligner cette logique sociétale, à pointer, vous voyez ce qui est mis dans les petits extraits que je vous ai indiqués, que finalement, voilà, c'est du soutien à une opération, c'est des sommes limitées, ce n'est pas pour faire des gros placements, et en même temps, un discours de non-disponibilité au profit, extrait qui me semble intéressant, juridiquement c'est une société, mais on a un peu l'impression que c'est une association, ce n'est pas l'esprit d'une grande société capitaliste. Donc là, on voit bien le fait que le principe même coopératif, finalement, est intégré. Sous-entendu, oui, j'ai pris une action, ça s'appelle une action, mais c'est une coopérative. Ce n'est pas comme si j'investissais une action dans une entreprise du CAC 40. Bon. Donc, on a a priori un discours construit qui est plutôt un discours alternatif et de démocratisation. Sauf que ce discours mérite d'être nuancé de trois façons au moins. Premier point, c'est que la viabilité économique des opérations est quelque chose qui est en fait complètement intégré dans le montage des coopératives. C'est d'ailleurs bien compréhensible, le but c'est que ça marche et que ça dure. Et on voit bien en particulier la question, côté français, du tarif de rachat. Je vous expliquais avant que des coopératives de production, en l'occurrence, elles vont, outre la part éventuellement autoconsommée, elles vont revendre l'énergie produite au réseau. Donc, par exemple, si on prend les CV de Saverne, c'est Électricité de Strasbourg, pour parler concrètement. Et donc, là, en fait, ça va dépendre d'un certain nombre de politiques ou non, de soutien éventuellement national. En France, il y a un tarif de rachat. Ça veut dire que, pour le coup, ça garantit, si vous voulez, que l'énergie qui va être revendue à EDF ou Électricité de Strasbourg le sera à un certain tarif sur une durée de 20 ans. Bon. Donc, voilà ce qu'explique notamment quelqu'un justement aux centrales villageoises en expliquant que ces aides financières, on les intègre dès le départ, c'est-à-dire que
ils vont choisir des projets, notamment en termes de taille, et donc de niveau de production, qui sont des projets où ils peuvent avoir des aides financières. Donc, d'emblée, cette question de la viabilité économique, elle est intégrée. Et lorsque l'on questionne non pas des responsables de coopératives, mais entre guillemets des simples adhérents, si vous voulez, bon, il y a aussi cet arrière-plan qui ressort tout de même. Vous voyez là, dans cet échange au sein d'un couple qu'on a interrogé, où le mari disait en fait que le retour sur investissement est long, et son épouse de dire que ce n'était pas pour ça qu'on l'a fait, et le mari de rétorquer que oui, mais en clair, si ça rapportait plus, il y aurait plus de gens qui le feraient. Donc, il y a un peu cette question néanmoins qui est intégrée. Et cette question de la rentabilité, qui plus est, elle varie d'une coopérative à l'autre. Donc ça, c'est l'autre aspect. Je pense qu'il faut faire éclater, on dirait c'est un principe sociologique assez largement partagé, l'idée d'un modèle unique. Autrement dit, il n'y a pas le modèle de la coopérative énergétique. Ce qu'on a pu voir, en l'occurrence, c'est des modes de fonctionnement différents. Alors, à la fois d'un pays à l'autre et d'un territoire à l'autre, on pourra y revenir si vous le souhaitez, et dans certains cas, la dimension du placement économique est clairement assumée. On le voit par exemple dans la Bürger Energiegenossenschaft, donc la coopérative énergétique de Kehl, où l'un des responsables nous explique clairement que c'est un placement et que ça rapporte plus qu'un livret A, et que c'est pour ça que les gens sont venus. De la même manière, pour un responsable d'une coopérative suisse importante à Liestal, qui a plus de 115 installations de production, donc c'est quelque chose d'assez énorme si on compare aux cas comme les centrales villageoises de Saverne, où on est à moins d'une dizaine en guise de ratio, où la personne explique que finalement, pour maintenir l'idée d'un principe coopératif, il faut plafonner la somme que peut placer finalement un individu à titre individuel, parce que sinon, eh bien, certains pourraient être tentés de placer des très grosses sommes et finalement on se retrouver avec une coopérative avec certes beaucoup de capital, mais très peu de membres. Ensuite, si on renverse la perspective, ça veut dire aussi que l'engagement financier, la participation financière, n'est pas nécessairement, ou du moins mécaniquement, synonyme d'un engagement actif des membres. Autrement dit, ce n'est pas parce que quelqu'un va placer 10 000 € et pas 200 € que cette personne va être active en termes de démarche dans la coopérative. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, je pense, important à avoir en tête. Il n'y a pas de lien mécanique entre le fait de placer de l'argent et le fait d'avoir un engagement actif dans une coopérative. Sous-entendu, le fait de placer de l'argent peut avoir un effet, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas d'effet systématique et mécanique sur une sorte de conscientisation environnementale ou le fait de s'engager de manière active au niveau de cette production énergétique. Et on retrouve ça finalement du côté des échelles. C'est-à-dire que ce qui est également frappant lorsqu'on veut interroger la question de la relocalisation de l'énergie, comme je l'annonçais en préambule, c'est cette question des échelles, c'est-à-dire on aurait les grands réseaux et l'alternative viendrait du fait de reterritorialiser. Et par rapport à ça, on voit bien que ce n'est pas si simple si on reprend finalement ces deux éléments. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les aspects de territorialisation, effectivement, le point de base, c'est largement revenu et vérifié, c'est l'idée de dire que l'inscription territoriale dans un lieu, dans une communauté de communes, dans une ville, dans un département ou que sais-je, vaut d'abord comme légitimation d'un projet. Donc, ça peut renvoyer à ce que des sociologues, Dardot et Laval, ont appelé les communs de résistance. Autrement dit, l'idée qu'un fort ancrage local, ça identifie une communauté et un contexte local, et en quelque sorte, c'est l'idée que ça fait corps par distinction, en quelque sorte, de ce qu'on veut mettre à distance, et notamment les grands industriels. Donc, vous voyez le petit extrait parmi d'autres. Bon, c'est le combat de David contre Goliath. Sous-entendu, les grands, eux, c'est que du business. Bon. Donc, effectivement, il y a cet aspect légitimation par le local, qu'on retrouve aussi par le fait que
le local, et donc cette identification première, qui, je l'ai dit, n'est pas forcément évidente pour l'énergie. L'énergie, ça ne se touche pas, enfin, il vaut mieux pas, et donc, ce n'est pas quelque chose de facilement palpable. Donc, finalement, ce qu'on va pouvoir voir et imaginer plus facilement, c'est là où ça se trouve si on la relocalise. Sous-entendu, vous voyez, dans cet exemple d'un habitant de Dossenheim, bon, comme c'était sur l'école où la personne en question scolarisait ses enfants, du coup, ça lui semblait plus palpable, et l'idée de rentrer dans la démarche de ce côté-là. Donc, il y a un effet de concrétisation par le local. OK. Mais en même temps, cet effet de concrétisation par le local, ça produit aussi de l'entre-soi. C'est-à-dire que finalement, c'est une condition de possibilité, et c'est en même temps une condition limitative au développement des structures en question. C'est-à-dire que si on voulait effectivement imaginer qu'on ait un modèle alternatif par le local de coopératives qui viennent de façon conséquente remplacer un certain nombre de grosses installations centralisées, pour faire en quelque sorte l'alternative sociétale, il faudrait sortir du modèle de niche. Et pour le moment, on est plutôt dans un modèle de niche. C'est d'ailleurs ce que reconnaît un adhérent des centrales villageoises de Saverne, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il ne s'agit pas de stipuler plus une coopérative qu'une autre. Vous voyez ce qu'il dit, en substance, que il est membre à côté de ça d'une association écologiste, et qu'il a retrouvé à peu près les mêmes personnes dans la coopérative, donc que ça reste en quelque sorte entre personnes d'une certaine manière déjà un peu sensibilisées. Et donc finalement cet aspect de territorialisation, c'est un cadre de ressources, mais pour autant ça n'est pas tout. Alors d'abord parce que les cadres et les contextes locaux ne fonctionnent pas toujours. Ça aussi, il faut le pointer. C'est-à-dire que mobiliser les habitants dans un lieu précis, c'est jamais gagné. C'est comme pour toute mobilisation, je dirais, socialement et spatialement. Donc, bon, là, j'ai pris un petit exemple d'une coopérative suisse, Soleil Levant, où le responsable explique qu'il avait mené toute une campagne de communication en quelque sorte, et que finalement, sur le lieu d'installation prévu, ça n'a pas suscité directement auprès des habitants un écho fort, et que finalement, ils ont dû, du coup, procéder par leur propre réseau et réseau de membres pour trouver finalement les sommes en question. Sauf que si on lit ça, ce qu'on lit aussi, c'est que ça dépend du coup d'un certain nombre de lignes de partage, alors qui peuvent être spatiales ou sociales, mais par exemple, le fait de se questionner sur le fait, il n'y a pas de règle générale là encore, mais est-ce qu'un milieu urbain c'est plus favorable qu'un milieu rural? Est-ce que ça demande d'avoir une population qui a un certain niveau de moyens, etc., etc. Donc ça ouvre, en tous les cas, à une compréhension plus fine de l'environnement. Et l'autre aspect, c'est le fait aussi que la territorialisation, ça peut être une clé, je l'ai dit, mais ça peut aussi signifier finalement que ces projets, ils restent pris dans des environnements locaux, et que les environnements locaux ne sont pas exempts non plus de politisation, de conflits, de jeux d'acteurs, etc., etc. Donc peut se poser ici la question de coexistence de plusieurs collectifs dans un même territoire, d'où notamment ce que j'évoquais avant avec ma petite carte des centrales villageoises de Saverne, le fait parfois de s'auto-limiter territorialement pour ne pas en quelque sorte risquer de créer une sorte d'autoconcurrence avec une autre structure qui serait présente ailleurs. Donc ça pose finalement la question de la coordination pratique entre échelles, qui est un enjeu important. Concrètement, c'est bien ressorti dans les entretiens, l'idée de ne pas devoir à chaque fois réinventer la roue. Et donc, le fait qu'il existe des réseaux nationaux, par exemple le réseau national énergie partagée par rapport à énergie partagée en Alsace, ou le réseau national des centrales villageoises par rapport aux centrales villageoises de Saverne, mais aussi, par exemple, pour Célestat Alsace Centrale, je parle de Saverne, mais on pourrait prendre d'autres exemples en Alsace, ce n'est pas limitatif. Le fait, finalement, d'avoir des documents pour mettre en place administrativement la coopérative, le fait d'avoir
Un comptable, par exemple, qui est toujours le même nationalement pour le réseau des centrales villageoises et donc qui est moins cher pour faire la comptabilité au quotidien. Bon, toutes ces choses-là, c'est des apports de la mise en réseau. Et en même temps, il y a aussi la question de la technicité qui est bien revenue. Bon, là, vous le voyez notamment auprès d'un président de Copergy en Suisse. Cette idée que le réseau, c'est partager aussi de l'expertise, c'est partager une force de lobbying, le cas échéant, et puis potentiellement pour les plus grosses structures, alors ça c'est pas le cas en Alsace, mais en Suisse, pour les plus grosses structures, envisager de recruter quelqu'un pour appuyer la démarche de façon plus pérenne. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est un schéma qui a été réalisé par une collègue au laboratoire, Sophie Henk, par rapport justement aux centrales villageoises de Saverne. Alors, qu'est-ce que je veux montrer par ce schéma, en fait? C'est que, vous vous souvenez de la carte que je vous ai projetée. Donc, c'est une coopérative qui est territorialisée sur une communauté de communes. Néanmoins, si on essaie de restituer les jeux d'acteurs et de restituer les flux qui sont autour, y compris les flux financiers, on s'aperçoit qu'une initiative proprement territorialisée, elle est multi-échelle, de fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre comment ça marche, dès le début au montage, puis pour le financement, puis pour les actions quotidiennes ensuite, à tous ces niveaux et chaque fois, on voit des interactions nombreuses qui partent, y compris des possibilités de subventions européennes ou nationales, qui interagissent avec des collectivités territoriales, avec des réseaux associatifs, qui interagissent aussi avec, bien sûr, les enjeux financiers, banques et autres, et que ensuite le niveau des actions lui-même suppose de trouver finalement des supports. Alors, ce n'est pas que des supports citoyens, des personnes qui vont acheter des actions, ça peut aussi être des supports privés, des entreprises, des agriculteurs ou des communes, pour matérialiser l'action en question, c'est-à-dire, en fait, pour pouvoir installer qui des éoliennes, qui des panneaux photovoltaïques. Il y a aussi cet aspect de matérialité qui est importante, et on retrouve aussi, au niveau de la revente, des acteurs institutionnels comme Électricité de Strasbourg. Et en fait, on a fait le même schéma sur Zusammen Solar Colmar, c'est-à-dire sur une coopérative proprement transfrontalière qui met en présence Énergie Partagée en Alsace et FESA Énergie Guéno. Et on se rend compte finalement que, je vous passe le montage en soi, mais globalement, vous voyez que le jeu d'acteurs et la configuration, elle est très proche finalement. C'est-à-dire qu'on retrouve cet aspect de multipositionnalité et cet aspect multi-échelle dans le montage de ces structures de façon générale, finalement qu'elles soient très territorialisées ou qu'elles soient transfrontalières. Alors du coup, ça m'amène à conclure, et à conclure en pointant, comme point de départ, le fait qu'il ressort de tout ça, derrière, je reprends mon titre, cette idée de relocaliser l'énergie, un double sens des lieux. C'est-à-dire que le lieu, ça peut être finalement, au sens anglais, place, c'est-à-dire un ensemble de relations sociales ancrées, spatialisées. Et en même temps, c'est aussi la notion de réseau, network, c'est-à-dire que le territoire, il n'est pas en soi, mais il renvoie finalement, par cercles concentriques, par interactions diverses, à plusieurs échelles, et ces échelles correspondent à chaque fois à des intérêts et des valeurs qui peuvent être différents. Et ces deux plans, ils sont en hybridation permanente. Ce qui veut dire qu'on est dans des dynamiques, on n'est pas dans quelque chose de figé, on est dans quelque chose qui reste toujours en train de se faire, et ce côté en train de se faire, il amène finalement nécessairement ce qu'on va appeler en sociologie des transactions sociales, si vous préférez des accommodements, des arrangements permanents entre acteurs et institutions, sur plusieurs plans. Et finalement, ça montre aussi tout l'enjeu et toutes les perspectives finalement que ça peut ouvrir. Parce qu'on voit apparaître là, tout à la fois, bon, je l'ai décomposé pour la clarté, mais encore une fois, c'est à penser vraiment ensemble, des enjeux réglementaires, donc par exemple, entre le cadrage européen, le paquet énergétique européen, les règles nationales, voire des schémas locaux. Alors, c'est les tarifs de rachat nationaux, mais ça peut être aussi les documents d'urbanisme, sur le fait de savoir est-ce qu'on va pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques à tel endroit dans telle ville, etc.
Des enjeux économiques aussi, alors, de politique incitative, bien sûr, hein, est-ce qu'il va y avoir des soutiens à l'installation ou pas, etc. Mais aussi des jeux d'échelle, puisque finalement, sans grande surprise, économiquement, plus vous avez des installations qui produisent beaucoup, qui sont grandes, plus c'est rentable. Mais moins c'est citoyen, entre guillemets, puisque d'une certaine façon, moins ça va être ancré dans un territoire propre et dans une représentation propre de l'énergie. Et donc, ça amène aussi la question des acteurs intermédiaires, des acteurs passeurs, si vous voulez, entre ces échelles, entre ces différents acteurs, que ce soit au niveau des réseaux nationaux, que ce soit au niveau des collectivités en appui, etc. Donc, à la production d'expertise, si vous voulez, en la matière. Production d'expertise parce qu'il y a aussi des enjeux sociotechniques à intégrer. Alors, des enjeux sociotechniques qui consistent à ne pas passer outre une diversité de points de vue parfois divergents. C'est-à-dire qu'en la matière, il y a aussi des enjeux qui ne sont pas tranchés. Lorsqu'on interroge les acteurs, y compris les installateurs photovoltaïques et autres, par exemple sur le stockage. Si vous interrogez côté allemand, on vous dira que c'est de pleine actualité, cette question de comment stocker cette énergie, parce qu'évidemment, l'énergie renouvelable, qu'elle soit photovoltaïque ou éolienne, elle est forcément intermittente. Bon, il y a les effets de soleil, jour, nuit, de saison, etc. Donc, la question du stockage, là où au contraire, les acteurs côté alsacien estiment que cette question du stockage n'est pas mûre techniquement. Donc, on voit bien qu'il y a aussi ces processus qui ont leur rythme. Et il y a aussi ce qu'on appelle parfois les enjeux d'énergie grise, c'est-à-dire le fait que les panneaux photovoltaïques eux-mêmes ont une empreinte, comme toute finalement réalisation humaine. Donc ça veut dire qu'au sens strict, le bilan énergétique, ça dépend aussi comment on le calcule. On va mettre en avant le fait, bien entendu, que le prix de l'électricité entre guillemets nucléaire, n'est pas forcément considéré comme intégrant à long terme des coûts qui sont des coûts forts et qu'on voit bien à l'heure actuelle, c'est-à-dire sur l'entretien des centrales nucléaires vieillissantes ou autres. Mais finalement, ce raisonnement-là, on ne peut pas totalement non plus l'écarter au niveau des alternatives, c'est-à-dire au niveau des énergies renouvelables. Là aussi, il y a la question de comment on produit les panneaux photovoltaïques en Chine. Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils sont dépassés, c'est-à-dire qu'eux aussi, ils produisent du déchet, d'une certaine manière. Donc là aussi, ça dépend de la manière, qu'est-ce qu'on lit, et il y a donc des points de vue nécessairement divergents là-dessus. Il y a aussi des questions d'organisation de filières, bien sûr, territorialement parlant. Il y a la question fondamentale, à mon sens, derrière tout ça, c'est-à-dire que si on veut finalement produire du consensus, il faut à la base s'entendre, j'allais dire, sur le but de guerre. Autrement dit, est-ce que c'est produire mieux, un principe d'efficience, ou est-ce que c'est produire moins, c'est-à-dire un principe de sobriété? Et là, pour le coup aussi, on est dans deux lectures qui peuvent un peu s'entrechoquer et qui, dans les faits, s'entrechoquent d'ailleurs dans les motifs différents des uns et des autres. Et enfin, il y a la question du mix énergétique, c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale n'est pas la même selon le type d'énergie renouvelable. Et on sait par exemple que le photovoltaïque a une acceptation qui est plus élevée que l'éolien. Et donc, pour en finir, ça amène aussi des enjeux proprement sociopolitiques, au niveau, je l'ai dit, des jeux d'acteurs, pour l'ensemble des acteurs. Alors, ce que j'appelle institués, c'est par exemple les acteurs en place, les grands énergéticiens. Instituants, c'est par exemple des acteurs associatifs ou des coopératives. Avec derrière ça, différents niveaux. La question effectivement de comment se réapproprier localement les enjeux de l'énergie, ce territoire qui rend concret, mais aussi en même temps la question du prix, et qu'est-ce qu'on intègre dans le prix pour que les énergies renouvelables puissent être entre guillemets attractives. C'est aussi souvent revenu, là aussi, dans les entretiens, c'est-à-dire qu'il y a quand même cet effet prix. Si on est plus cher, ça n'intéresse pas. Et ça amène aussi une façon de relire l'intérêt général. Et ça me semble intéressant parce que sur cette idée de la notion de commun, il y a des choses quand même qui ne vont pas totalement de soi. C'est-à-dire que finalement, pousser la question de la relocalisation de l'énergie, voire de l'autoconsommation, ça pose quand même une question au niveau du réseau. Ça veut dire que ça
qui finalement doit supporter le coût du réseau. Si on considère que, d'une certaine façon, tous les territoires ne sont pas égaux face aux énergies renouvelables. L'ensoleillement n'est pas le même dans le nord ou dans le sud de la France, bon, etc., etc. Donc il y a une question aussi de solidarité entre territoires qui est posée. Et enfin, eh bien, il y a le rapport entre individuel et collectif, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous, moi, on est régulièrement invité à faire ce qu'on appelle des éco-gestes. Autrement dit, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous proposer de bien pour la planète dans les 2 minutes qui suivent. Ah bah si, tiens, allez, nettoyez la mémoire de votre téléphone portable, ça fera du bien, parce qu'effectivement, ça amène un stockage dans des centres de données qui eux-mêmes participent du réchauffement climatique. Donc concrètement, ces discours-là, je veux dire, c'est-à-dire l'idée que vous, moi, tout un chacun, on peut à l'instant T faire un petit geste. Ce qui est vrai, entendons-nous. Mais qu'en même temps, ça ne doit pas masquer le fait que tout ça reste enserré dans les structures sociales, c'est-à-dire le fait que tout un chacun n'a pas forcément les mêmes capacités à pouvoir s'engager dans la transition énergétique, par exemple dans les coopératives énergétiques, compte tenu du prix des actions, mais aussi compte tenu parfois d'éléments matériels. On va prendre un exemple tout simple. Selon que vous soyez propriétaire ou locataire, ça ne va pas être la même chose si vous souhaitez installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de l'immeuble ou de la maison, de toute évidence. Donc, il y a des effets de structures sociales qui se maintiennent et qu'il ne faut pas non plus oublier. Alors, j'en profite du coup pour terminer, pour vous signaler, si cela vous intéresse, pour en savoir plus, un ouvrage que j'ai produit il y a quelques années maintenant, en 2015, mais qui reste tout à fait intéressant sur cette question des énergies renouvelables en Alsace. Et de manière plus récente, en 2022, là, sur le projet Restiemo, le projet Interreg dont je vous ai parlé ce soir, un ouvrage en langue anglaise, publié chez Routledge, et un ouvrage en français, publié aux éditions du Bord de l'eau, là, véritablement, ces jours-ci, donc tout récent, si vous souhaitez en savoir davantage. Et bien entendu, je me tiens à votre disposition pour échanger plus avant et vous remercie encore une fois. Voilà, donc merci Philippe Hamann. Maintenant, vous avez la parole, comme de coutume, pour des questions, des interventions sur le sujet. Merci là, pour cette présentation. Mais que représentent ces coopératives au niveau national de production en énergie? Oui, précisément, c'est-à-dire que... Ils ont même une approximation, c'est d'un ordre de grandeur. En fait, on est sur des chiffres qui, du côté français... Pardon, il ne faut pas que je m'éloigne trop de mon micro. On est sur des chiffres du côté français qui... reste extrêmement limité. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans le côté allemand, où, côté allemand, on peut considérer que l'idée qui est souvent mise en avant, c'est à peu près 30% sur les énergies renouvelables. Et où, surtout, ce qui est intéressant, c'est que côté allemand, les énergies renouvelables ne sont pas produites majoritairement par les grands groupes. Parce que ça aussi, c'est-à-dire pour essayer de vous répondre et de vous expliquer pourquoi le pourcentage, en fait, par exemple, en France, est très faible, c'est qu'il faut stratifier à 2 niveaux. Premier élément, vous stratifiez le rapport entre énergie fossile et ou nucléaire. OK, premier palier. Et ensuite, si vous allez aux énergies renouvelables, comme par exemple l'éolien ou le photovoltaïque, vous le restratifiez entre ce qui, finalement, est investi par les énergéticiens classiques, parce que Total Energy, parce que EDF, etc., ont aussi développé des branches en la matière, et la part qui est celle, à proprement parler, des coopératives énergétiques. Et donc, quand vous arrivez à cette dernière part, côté français, en fait, c'est très faible. Oui, une autre intervention. Oui, merci pour votre intervention. Votre intervention m'a fait penser à 2 phénomènes, comme ça. Le premier, c'est l'automobile. Quand l'automobile a démarré, chaque charron était devenu un constructeur automobile, et dans la région Alsace, on avait Bugatti, Matisse et ainsi de suite. Et à un moment donné, pour diverses raisons, dont des effets de taille, de structure,
ils ont été obligés de se regrouper ou ils ont dépéri. Là, j'imagine une coopérative qui a installé des mètres carrés de panneaux, une grêle casse 60% de ces panneaux. Ça m'étonnerait qu'un assureur assure ces panneaux, il faudrait les renouveler. Est-ce que ça ne mettrait pas en péril le fonctionnement de la coopérative? Donc aussi ces effets de taille qui font qu'à un moment donné, il faut être gros pour pouvoir assumer le risque. La deuxième chose à laquelle j'ai pensé dans votre exposé, c'est le logement. Là, manifestement, l'État a des obligations en termes d'énergie renouvelable pour ne plus utiliser d'énergie fossile. L'État a aussi une mission noble, c'est de permettre à tout le monde de se loger. Et il me semble bien que le livret A a été créé pour ça, pour permettre d'apporter, même si on n'a pas beaucoup d'argent, un peu d'argent, une structure pour construire des logements. Après, il y a eu toutes les incitations, Borloo, Sellier, et ainsi de suite, qui ont fait porter un risque à des particuliers parce que l'État n'était pas en capacité de monter en puissance. Est-ce que dans les énergies renouvelables, on n'est pas en train de refaire la même chose? Alors, si je commence par la deuxième question, je pense qu'effectivement, la question qui est sous-jacente, c'est ce que j'appelais dans la fin de ma présentation la gouvernementalisation du changement. C'est précisément ça, c'est-à-dire que, vous me pardonnerez de citer pour le coup Michel Foucault, mais ce que nous dit Foucault, en fait, c'est qu'on change de modèle de gouvernement en passant à un modèle de ce qu'il appelle la conduite des conduites. Ce qui revient à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, ça revient à ce que l'exercice de l'action publique ou du pouvoir public passe non plus par une verticalité avec un modèle d'imposition visible, mais amène finalement à ce qu'il appelle un modèle d'autogouvernement et à ce que chacun s'autodiscipline. Autrement dit, il y a bien ce passage de la responsabilité, ce que vous dites, en fait, du collectif vers l'individuel. Et bon, après, ça c'est pour répondre de manière théorique, mais si on l'applique au cas d'espèce que vous positionnez, ça répond finalement presque à vos deux questions en même temps. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le fait qu'au niveau du logement, ça pose cette question effectivement de soi-même en quelque sorte investir. C'est un point intéressant que vous soulevez parce que si on prend les entretiens qu'on a menés, on a souvent repéré une corrélation chronologique, c'est-à-dire que souvent les personnes qui investissent dans des coopératives énergétiques, dans quelque chose de collectif, ont d'abord installé chez eux, à titre individuel, en fait, souvent des panneaux photovoltaïques. Alors, soit des panneaux qui visent à produire de la chaleur, donc directement pour le logement, soit des panneaux produisant de l'énergie et de la revente. Mais en tous les cas, il y a effectivement ce passage, souvent par l'individu qui s'est engagé et qui, effectivement, du coup, assume une part de risque. Alors, ce risque, il peut être lié à des éléments externes, ce que vous pointez. Il peut aussi être tout simplement lié, on le voit en Allemagne maintenant, en France, ce n'est pas encore le cas parce qu'on n'a pas le même recul temporel, mais l'idée du tarif de rachat pendant 20 ans, ça a un aspect rassurant. Mais en Allemagne, on y est aux 20 ans. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a aussi un moment où finalement, c'est déréglementé. Et c'est aussi le cas en Suisse notamment. C'est-à-dire qu'en Suisse, maintenant, pour le coup, on est dans des rapports de négociation directs, en quelque sorte, entre des individus ou des collectifs qui produisent et des distributeurs. Et il n'y a pas de régulation des prix. C'est en quelque sorte de gré à gré, si vous voulez. Donc, l'impact et le rapport, finalement, à la manière dont on envisage le modèle, il part effectivement de cette hybridation que j'évoquais au départ, c'est-à-dire l'idée qu'on est en partie dans la conviction à accorder que l'on participe du commun. Autrement dit, qu'il y a une part, en quelque sorte, là-dedans, de production ou de valorisation du rapport à l'individualisation des pratiques, en expliquant qu'on participe du tout soi-même et en mobilisant ainsi un discours qui, effectivement, peut amener à transférer des éléments de responsabilité collective, alors de l'État ou d'autres niveaux collectifs, d'ailleurs, vers le niveau de l'individu, avec un certain nombre de dispositifs pour faire tampon, mais ça reste des dispositifs tampons, et effectivement, on le voit
de ce côté-là, il y a des limites, y compris parce que 20 ans, ça a une limite et qu'à un moment, on arrive à 21, mais aussi parce que, puisque votre première question, c'est les effets de taille, hein, le fait que, finalement, on peut avoir des différences de rentabilité entre taille des projets, mais il y a aussi le fait que, finalement, ce qui est en quelque sorte délégué à l'individu, ce sont des projets de petite taille. C'est-à-dire que lorsque je dis qu'on mobilise les individus, on les mobilise en fait sur des projets qui restent petits. Et de ce point de vue-là, ça veut dire aussi d'une certaine manière qu'on autorégule néanmoins la place des, entre guillemets, grands projets qui resteraient plus ou moins en phase avec des grands énergéticiens et un niveau au contraire moindre pour le niveau plus individuel. D'autres interventions? Oui, merci beaucoup pour cette présentation qui est très intéressante. C'est juste pour vous informer, si la démarche vous intéresse, sur Strasbourg, il y a un coopératif qui vient de démarrer, qui s'appelle les Brasseurs d'énergie. Donc je vous invite à chercher sur Google Brasseurs d'énergie et vous trouverez le site web qui, à la limite, essaye de démarrer le premier projet photovoltaïque sur des toitures d'écoles, etc., qui est un projet qui est accompagné par l'Eurométropole de Strasbourg d'ailleurs, afin d'arriver à des résultats comme ceux qu'on vient de voir ici sur votre PowerPoint. Donc tout simplement, tout le monde qui est intéressé par rapport à ça, n'hésitez pas à aller chercher les brasseurs d'énergie pour la coopérative de Strasbourg. Merci. Voilà, c'était notre page d'information. Pas d'autres interventions, pas d'autres créations. Bien, il nous reste à remercier notre intervenant Philippe Amann pour son intervention du jour. Merci. Et de notre côté, vous savez qu'on va marquer une pause puisque la semaine prochaine, c'est les fêtes de l'Ascension, qu'on vous souhaite bonnes, bien sûr. Et on vous retrouve le 2 juin. Alors cette fois-ci, on va aller loin, mais pas si loin que ça, puisqu'on va regarder ce qui se passe en explorant le système solaire, parce qu'en explorant le système solaire, on s'aperçoit aussi qu'on redécouvre notre planète. Donc on vous donne rendez-vous le 2 juin à ne pas manquer. Voilà, à bientôt.